Un survivaliste québécois en France risque de finir en garde à vue. Un bushcrafter français au Québec risque de finir congelé comme un poisson pané. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est un commentaire laissé par l'un de nos abonnés. Une phrase brutale, mais pas loin de la réalité. Et qui révèle le fossé immense entre le survivalisme en France et au Québec. Un fossé qui ne concerne pas seulement les techniques ou la législation, mais aussi le matériel. Aujourd'hui, je vous présente le kit de survie complet, selon que vous soyez en France ou au Québec. 8 objets essentiels dont vous avez vraiment besoin, objet par objet. Attention, l'objet numéro 8, c'est celui que vous pouvez facilement oublier, jusqu'au jour où il devient vital. Il ne nourrit pas votre corps, mais il peut sauver votre vie quand tout le reste s'effondre. Avant de commencer, si cette thématique vous intéresse, donnez un pouce bleu et un boost à cette vidéo maintenant. Ça prend 2 secondes, mais ça aide énormément l'algorithme à pousser ce contenu vers d'autres survivalistes qui en ont besoin. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Voici votre checklist de survie complète. Objet numéro 1, le couteau. Parlons d'abord de l'éléphant dans la pièce, le couteau. En France, c'est simple. Vous voulez éviter les problèmes? Oubliez votre full tank de 15 cm accroché à la ceinture. La loi française classe les couteaux en armes de catégorie D. Leur détention à domicile est autorisée pour les majeurs, mais leur port en public sans motif légitime peut vous coûter une amende de 500 € et potentiellement un passage au commissariat. Le hic. C'est quoi un motif légitime? C'est laissé à l'appréciation des forces de l'ordre. Un randonneur avec un opinel en forêt? Probablement pas de souci. Le même en plein Paris dans le métro? Problème. Alors voici mon conseil. En France, privilégiez un couteau pliant classique, l'opinel, le laguiole ou un couteau suisse. Ces outils sont considérés comme faisant partie de la tradition française. Les tribunaux les reconnaissent comme des outils, pas des armes, à condition de les utiliser intelligemment. Transportez-le toujours dans votre sac, jamais à la ceinture. Et ayez un motif clair. Pique-nique, camping, randonnée. La discrétion est votre meilleur allié. Au Québec, c'est un autre monde. Là-bas, personne ne va vous embêter pour un couteau de survie en pleine nature. La mentalité est différente. Les gens comprennent l'utilité d'un bon outil. Vous pouvez porter un couteau à lame fixe sans problème dans un contexte de plein air. Le Mora Companion est un classique, robuste, abordable, fiable, ou monté en gamme avec un Bushcraft Black pour du bois dur. La différence? En France, vous jouez la prudence. Au Québec, vous jouez la performance. Verdict. France égale Opinel numéro 8. Québec égale Mora Compagnon ou équivalent. Bon, vous avez votre couteau. Parfait. Mais un couteau sans feu, c'est comme un soldat sans munitions. Inutile. Alors, parlons du feu. Objet numéro 2, le système de feu. Le feu, c'est vital. En France, le vrai problème, c'est l'humidité. Votre bois sera souvent trempé, même en plein été. Mon conseil, c'est de toujours prévoir 3 solutions pour allumer un feu. Un briquet BIC, des cubes allume-feu imperméables et un ferrocérium de secours. Avec ça, honnêtement, vous êtes sûr de ne jamais rester bloqué. Petite précision tout de même, en France, la loi est stricte. Les feux de camp sont interdits dans beaucoup de zones, surtout en été, à cause du risque d'incendie. Dans la plupart des cas, vous devrez utiliser un réchaud à gaz pour cuisiner légalement. De l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, le problème n'est pas l'humidité. Par moins 25 degrés en janvier, un feu n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. Le problème? Le froid extrême. Les briquets ordinaires ne fonctionnent plus sous moins 10 degrés. Le gaz gèle. Les allumettes deviennent cassantes. Votre seule option fiable, un ferrocérium de qualité militaire. Un fire steel qui génère des étincelles à 3000 degrés, peu importe la température. Ajoutez à cela de l'amadou ou des copeaux de bois gras, et une hache pour fendre le bois gelé. En hiver québécois, le bois est souvent gelé dur comme de la pierre. Impossible de le casser à la main. Et un détail crucial, au Québec, les feux de camp sont généralement permis dans les zones sauvages, mais il faut toujours vérifier les restrictions locales. Respectez les règles, mais préparez-vous au froid mortel. Donc, verdict, France, c'est briquet, allume-feu et ferrocérium. Québec, c'est ferrocérium, amadou et hache. Maintenant, vous avez un couteau. Vous pouvez faire du feu. Bravo. Mais imaginez ceci, il est 22 h, il fait nuit, la température chute. Et là, vous réalisez un truc, vous n'avez nulle part où dormir.
bienvenue dans le vrai test du survivaliste. Parce qu'une nuit dehors, sans abri adapté? En France, vous êtes trempé jusqu'aux os. Au Québec, vous êtes mort. L'objet numéro 3, c'est littéralement votre survie nocturne. Et là, les différences sont encore plus brutales. Objet numéro 3, l'abri. En France, votre priorité, c'est rester au sec. L'humidité vous tuera avant le froid dans la plupart des régions. Un bon tarp imperméable, de 3 x 3 mètres minimum à cet effet, peut faire l'affaire. Léger, polyvalent, se monte rapidement. Avec de la paracorde, vous pouvez créer une dizaine de configurations différentes selon le terrain et la météo. Votre sac de couchage? Un modèle 3 saisons, confort jusqu'à -5 degrés Celsius. C'est suffisant pour environ 90% des situations en France métropolitaine, même en hiver dans le sud. L'avantage du tarp, il vous force à apprendre le terrain, à lire la nature, à anticiper le vent, la pluie. C'est cette connaissance qui fait la différence entre un amateur et un vrai bushcrafter. En France, le bivouac est souvent toléré dans les parcs nationaux, entre 19h et 9h, mais la réglementation varie selon les lieux. Un tarp discret sous les arbres? Personne ne vous verra. Au Québec, oubliez le tarp en hiver. C'est du suicide. Vous avez besoin d'une vraie tente 4 saisons, conçue pour résister au vent violent et à la neige lourde. Double paroi, armature en aluminium résistant. Pas de compromis. Et votre sac de couchage doit être classé pour -30 degrés Celsius minimum. Certains vous diront -20 degrés Celsius suffit. Peut-être parce qu'ils n'ont jamais dormi dans une tente à -35 degrés Celsius avec le facteur vent qui vous glace jusqu'aux os. Investissez dans un sac en duvet d'oie de qualité ou en synthétique si vous craignez l'humidité. Le duvet est plus chaud pour le poids, mais il perd toute efficacité s'il devient humide. Ajoutez un matelas isolant à haut air value, au -5. Le froid monte du sol. Sans isolation, vous aurez beau avoir le meilleur sac du monde, vous gèlerez par en dessous. Au Québec, l'hiver s'étire facilement de novembre à avril, soit 5 à 6 mois de froid. Dans le sud, les températures descendent souvent entre -5 et -15 degrés Celsius, mais dans le nord, elles oscillent entre -10 et -25 degrés Celsius. Et lors des vagues de froid, certaines régions atteignent -30 degrés Celsius, voire -40 degrés Celsius. Verdict, France. Tarp, plus. Sac 3 saisons, Québec. Tente, 4 saisons, plus. Sac -30 degrés Celsius. Vous avez un abri. Le feu crépite. Vous commencez à vous détendre. Et là, ça vous prend. Cette soif. Cette soif qui vous rappelle une vérité basique. L'être humain peut survivre 3 semaines sans manger, mais seulement 3 jours sans eau. Parfois moins dépendamment du climat et de votre effort. Sauf que voilà. En France, tous les ruisseaux ne sont pas potables. Et au Québec, en plein hiver, l'eau liquide, elle n'existe plus. Objet numéro 4. L'eau. En France, l'eau est partout. Ruisseaux, rivières, sources. Le problème n'est pas la rareté, c'est la pollution. Pesticides agricoles, pollution industrielle, bactéries d'élevage. Même une source qui semble limpide peut vous rendre malade. Un filtre à eau compacte, comme le Sawyer Mini, suffit amplement. Léger, fiable, filtre jusqu'à 100 000 litres. Il élimine 99,99% des bactéries et protozoaires. Pour les virus et contaminants chimiques, ajoutez des pastilles de purification. Le combo filtre plus pastille vous couvre à 100%. Gardez aussi une gourde métallique. Vous pourrez faire bouillir l'eau en cas d'urgence si votre filtre tombe en panne. Au Québec, l'eau est aussi omniprésente. Lacs, rivières, ruisseaux de fonte. Mais votre problème, c'est le gel. En hiver, votre filtre à eau classique va geler et devenir inutilisable. Pire, la glace peut fissurer le filtre et le détruire définitivement. Solution, une gourde isotherme en acier inoxydable. Elle garde l'eau liquide plus longtemps par grand froid. Et vous pouvez la mettre directement sur le feu pour faire fondre de la neige. Fondre de la neige, c'est votre principale source d'eau en hiver. Mais attention, ne mangez jamais de la neige directement. Ça abaisse dangereusement votre température corporelle. Toujours la faire fondre d'abord. Ajoutez des tablettes de purification pour l'eau de fonte des lacs et rivières en été. Le castor et l'orignal laissent des parasites, Giardia, qui peuvent vous clouer au lit pendant des semaines. Verdict, France, Sawyer Mini, plus pastilles de purification. Québec, gourde isotherme, plus tablette. Couteau, validé. Feu,
validé. Abri, validé. Eau, validé. Vous vous sentez invincible, puis vous sortez, et la nature vous frappe. En France, une pluie glaciale vous transperce. Au Québec, le vent à 25 degrés C vous dévore le visage. Et là, vérité brutale. Sans protection pour votre corps, tout le reste ne sert à rien. C'est ici que le prochain défi se pointe. Vos vêtements de survie. Objet numéro 5, les vêtements. Alors, en France, l'ennemi numéro 1 à ce niveau-là, franchement, c'est pas le froid, c'est la pluie. La meilleure solution, c'est le fameux système 3 couches. D'abord, un sous-vêtement technique qui garde la peau bien sèche en évacuant la transpiration. Ensuite, une couche chaude, genre polaire ou petite doudoune. Et pour finir, une couche extérieure. Une veste imperméable et coupe-vent, style Gore-Tex. L'erreur classique? Le coton. Honnêtement, il garde l'humidité, il vous refroidit. Et en situation de survie, ça peut être fatal. Il vaut mieux miser sur la laine mérinos ou les tissus synthétiques. Une bonne veste imperméable et respirante, c'est vraiment indispensable. Pas une simple veste de pluie bas de gamme, non. Il faut un vêtement qui bloque l'eau, mais laisse sortir la transpiration. Et surtout, protégez vos pieds. Des bottes de randonnée imperméables, c'est essentiel, parce que des pieds le mouillés, ça donne des ampoules, des engelures, et un moral qui s'effondre complètement. Au Québec, alors là, on ne rigole pas avec le froid. Les Québécois ont une expression d'origine scandinave. Il n'y a pas de mauvais temps, juste des mauvais vêtements. Votre parka d'hiver doit tenir au moins jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Les marques fiables, Canada Goose, Canuck, Arc'teryx, oui, c'est cher, mais c'est votre survie. Sous la parka, il vous faut des sous-vêtements thermiques en laine mérinos, haut et bas, une couche intermédiaire en polaire épaisse, et un pull en laine si besoin. Pour les extrémités, c'est vraiment critique. On perd 40% de sa chaleur par la tête. Donc, tuque en laine qui couvre bien les oreilles, cache-cou ou cagoule pour protéger le visage du vent, mitaine doublée plus gants intérieurs et bottes d'hiver isolées, classées moins 40 degrés minimum. Petit secret, par grand froid, les mitaines sont plus efficaces que les gants. Pourquoi? Parce que vos doigts se réchauffent ensemble. Avec des gants, chaque doigt est isolé et gèle plus vite. Verdict? En France, 3 couches et un bon imperméable. Au Québec, multicouche extrême et parka moins 30 degrés. Si vous êtes bien habillé, vous êtes au chaud. Ou au sec, selon où vous êtes. Et puis, le soleil finit par se coucher. En France, vers 17h en hiver. Au Québec, parfois dès 16h. Et là, boum, noir total. Pas de lampadaire, pas de lumière de ville. Juste vous, votre abri, et une obscurité qui semble vouloir vous avaler. Sans lumière, vous êtes aveugle, vulnérable, inutile. C'est là où l'objet numéro 6 entre en jeu. C'est votre capacité à rester opérationnel quand la nuit tombe. Et croyez-moi, entre 15 heures de nuit au Québec et 9 heures en France, les besoins ne sont vraiment pas les mêmes. Objet numéro 6. L'éclairage. En France, une bonne lampe frontale LED suffit largement. Il vous faut quelque chose avec plusieurs modes. Économique, moyen, puissant et surtout le mode rouge. Ce mode rouge, c'est essentiel. Il préserve votre vision nocturne et n'éblouit pas vos compagnons. L'autonomie? 20 à 30 heures en mode économique, c'est parfait. Pensez à emporter un jeu de piles de rechange dans votre sac. L'avantage de la frontale, c'est que vous avez les mains libres. Vous pouvez monter votre abri, cuisiner, couper du bois, tout en gardant la lumière sur ce que vous faites. Un petit plus sympa, une bougie ou un bâton lumineux, genre Cialume pour le camp. Ça consomme 0 énergie et ça dure des heures. Au Québec, les nuits d'hiver sont longues, très longues. En décembre-janvier, il fait nuit vers 16h et le jour se lève vers 7h30. Ça fait 15 heures de nuit. Votre lampe frontale doit vraiment être performante par grand froid. Les piles alcalines, sous moins 20 degrés, elles perdent jusqu'à 50% de leur capacité. Il faut donc opter pour des piles au lithium, qui fonctionnent jusqu'à moins 40 degrés. Ajoutez aussi une lanterne LED rechargeable pour le camp. Elle crée une ambiance, réchauffe le moral et vous évite de vider les piles de votre frontale pour rien. En hiver québécois, l'éclairage, ce n'est pas juste pratique, c'est psychologique. Quand la nuit tombe à 16h et qu'il fait moins 30 dehors, une bonne lumière, ça maintient vraiment votre santé mentale. Verdict, en France, une frontale LED basique. Au Québec, frontale lithium et lanterne rechargeable. Maintenant, parlons d'un truc qu'on peut facilement sous-estimer, pris dans l'ambiance de la préparation.
Vous pouvez avoir le meilleur couteau du monde, la meilleure tente, le meilleur système de feu, mais si vous n'avez rien à mettre dans votre estomac, votre corps lâche, votre cerveau ralentit, vos mains tremblent. Et là, vous prenez de mauvaises décisions, des décisions qui peuvent vous coûter la vie. L'objet numéro 7, c'est votre carburant. Et entre gérer l'humidité en France et brûler 4000 calories par jour au Québec, on ne parle pas du tout de la même stratégie alimentaire. Objet numéro 7. La nourriture. En France, la nourriture ne manque pas. Même en zone rurale, vous n'êtes jamais à plus de 20 km d'une ville. Mais, en situation de survie ou de trek prolongé, vous avez besoin de densité calorique. Un petit réchaud à gaz, comme un jetball ou un MSR, vous permet de cuisiner rapidement. Léger, compact, efficace. Les repas lyophilisés sont vos amis. 500 à 700 calories par sachet, réhydratation en 10 minutes. Oui, c'est cher, mais c'est léger et nutritif, complété avec des barres énergétiques, du chocolat, des fruits secs. Visez 2500 à 3000 calories par jour si vous êtes actif. Un détail crucial, en France, la cueillette et la chasse sauvage sont réglementées. Vous ne pouvez pas simplement piéger un lapin ou ramasser des champignons n'importe où. Renseignez-vous sur les lois locales. Au Québec, le froid vous fait brûler des calories comme un four. Par moins 25 degrés Celsius, votre corps brûle bien plus de calories qu'en climat tempéré. Selon l'activité et l'exposition, vos besoins peuvent grimper à 3500 jusqu'à 5000 calories par jour. Même immobile, vous consommez davantage d'énergie rien que pour rester chaud. Votre réchaud doit fonctionner au white gas ou être multicombustible. Le gaz classique gèle. Le white gas marche même à moins 40 degrés Celsius. Côté nourriture, du gras, des protéines, des glucides. Pas de régime ici. Du pemmican, du beurre de cacahuète, des noix, du bacon, du fromage. Tout ce qui est dense en énergie. Les repas lyophilisés fonctionnent aussi, mais vous aurez besoin de portions doubles. Et buvez beaucoup. Le froid déshydrate autant que la chaleur, mais vous ne le sentez pas. Par ailleurs, la chasse et la pêche sont une culture au Québec. Avec les permis appropriés, vous pouvez chasser le petit gibier, piéger, pêcher. C'est une vraie ressource en situation prolongée. Verdict, France égale réchaud gaz plus lyophilisé. Québec égale réchaud white gas plus ration haute calorie. Vous avez nourri votre corps. Mais en survie, ce n'est pas seulement l'énergie qui compte. Car le jour où vous tombez, vous vous perdez, ou vous êtes bloqué. Ce n'est plus la nourriture qui vous sauve, c'est votre capacité à communiquer. Et c'est là qu'entre en jeu l'objet numéro 8. Objet numéro 8, la communication d'urgence. En France, votre téléphone en mode avion avec une batterie, un powerbank de 20 000 mAh, peut être une assurance vie en période de crise. Le 112 fonctionne même sans réseau de votre opérateur. Météo, géolocalisation, appel d'urgence, 3 raisons de toujours l'avoir chargé. Ajoutez un sifflet de détresse à 120 décibels. 3 coups égale signal universel. Il porte à plus d'1 kilomètre, fonctionne sans batterie, et vous pouvez siffler pendant des heures. Impossible de crier pendant des heures. Au Québec, dès que vous sortez des villes et des grands axes, le réseau disparaît. Dans le nord et les régions isolées, il n'y a tout simplement aucun signal. Votre téléphone devient inutile. Vous avez besoin d'une balise de détresse satellite, un PLB. Vous l'activez, elle envoie votre position GPS exacte aux secours internationaux. Ça fonctionne partout, même à moins 40 degrés Celsius. Prix, 400 à 600 $ canadiens. Ajoutez un communicateur satellite, comme un Garmin InReach, pour envoyer des messages textes. Tout va bien, retard d'un jour. Ça évite de déclencher des recherches inutiles qui coûtent des dizaines de milliers de dollars. Fracture, hypothermie, attaque d'ours, la balise transforme une situation mortelle en simple galère avec secours garanti. Verdict, France égale téléphone plus batterie, 21 000 mAh plus sifflet. Québec égale PLB plus communicateur satellite. Voilà, 8 objets. 2 mondes complètement différents. En France, vous luttez contre la législation, l'humidité et la proximité avec la civilisation. Votre kit est discret, léger, adapté à des sorties courtes dans un environnement semi-contrôlé. Au Québec, vous luttez contre un ennemi implacable, le froid mortel. Votre kit est robuste, lourd, conçu pour la survie extrême dans des zones où l'erreur se paye cash. 2 philosophies, 2 approches, mais un seul objectif, revenir vivant. Alors quelle est votre destination, France ou Québec ?
Si vous préparez un voyage ou une expédition dans l'un de ces deux pays, dites-moi en commentaire quel objet vous semble le plus critique. Est-ce que j'en ai oublié un? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes choix? Et surtout, si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle vous a ouvert les yeux sur les différences majeures entre ces deux terrains de jeu, laissez un pouce bleu et un boost. Abonnez-vous. Partagez autour de vous. Parce qu'au final, le survivalisme, ce n'est pas juste du matériel, c'est de la connaissance, de l'adaptation, du respect pour la nature et ses règles. Que vous soyez en forêt de Fontainebleau ou dans le parc de la Jacques-Cartier, une chose reste vraie. La nature ne pardonne pas l'arrogance, mais elle récompense toujours la préparation. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et surtout, restez préparés.